Et un nouvel index que nous vous proposons avec une autre personnalité qui s'installe sur ces canapés pour nous parler d'un sujet sans doute vital, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous savez, j'ai toujours un petit réflexe le matin, quand je prends un grand verre d'eau comme ça, je me dis, ah, c'est la vie. Ça ne peut pas être autre chose. Et celui qui va nous en parler aujourd'hui est un spécialiste, c'est Loïc Salé. Bonjour Loïc. Bonjour, merci de Merci. m'accueillir. Merci d'être là. Merci de faire le déplacement dans une ville extrêmement polluée, loin de l'Auvergne et des volcans qui s'éveillent, c'est ça? Il y a de tout dans Il y ce a de monde. tout. Bon, très bien. Expert en eau, en voilà un truc original. Et vous allez nous raconter évidemment d'abord pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle si spécifique, qu'est-ce qui vous amène à cela, nous dire également quel est votre parcours, mais à qui vous adressez-vous en définitive? Alors, à qui je m'adresse? Je m'adresse à toute personne en fait qui a pris conscience de l'importance de l'eau pour son organisme, pour sa santé. Et c'est le point de départ en général de ceux qui se disent tiens, mais quand même cette eau que je consomme au quotidien, son goût, voilà, ou j'en ai marre d'acheter des eaux embouteillées. Donc ça, c'est souvent le point de départ. Et après, il y a de multiples autres facettes parce que en fait, dans le domaine de l'eau et de ce qu'on appelle la filtration et la vitalisation de l'eau, et notamment la partie vitalisation de l'eau qui est l'aspect énergétique de l'eau, là, il y a tout un champ de connaissances, d'ouverture, d'entrée. Et il y a plein de gens aussi qui viennent à moi par ces voies-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont émerveillés par cette dimension de l'eau-là. Donc ça peut être aussi ça. Mais qui n'a pas conscience de l'importance de l'eau? Aussi surprenant que ça puisse paraître, on voit quand même que plus de 50% des Français consomment de l'eau en bouteille plastique, Ouais. que une bonne partie des autres boivent de l'eau du robinet comme ça, telle qu'elle, Ouais. se sont fait finalement à cette eau chlorée, dont le goût n'est pas extraordinaire, mais pourtant est consommé comme ça, sans qu'on se pose trop de questions. Il y en a quand même plus qu'on croit, alors que pourtant ça semble être une évidence. Étant constitués nous-mêmes en majorité d'eau, on pourrait se dire de manière logique, et c'est aussi ça qui m'a impacté au début, de se dire mais c'est vrai, étant donné que le corps est constitué en majorité d'eau, Eh oui. le fait de boire une eau de bonne qualité ou de mauvaise qualité, a priori c'est logique, ça a un impact. Et effectivement, et ça en a, et beaucoup plus que ce qu'on peut penser, quand on regarde vraiment toutes les dimensions de l'eau. Alors ça veut dire que quand vous mettez les pieds dans une grande surface et que vous êtes au rayon eau, vous vous insurgez, vous faites des bonds de cabri parce qu'il y a des bouteilles d'eau en plastique partout? Il se trouve que je vais pas trop dans les grandes C'est surfaces. je me doute bien, oui, clairement. Mais ça doit vous faire bondir pour le coup, alors. Alors, ce que je trouve assez épatant, c'est vrai, c'est que de voir, et souvent je fais ce test-là parce que je fais beaucoup de conférences, et en début de conférence, je sonde l'auditoire Bien sûr. pour savoir combien de personnes consomment de l'eau du réseau, combien de personnes boivent de l'eau en bouteille, et c'est vrai que dans la majorité des cas, on est toujours à plus de 50% sur des consommations d'eau en bouteille, ce qui correspond aux chiffres qu'on trouve. Et quand je vois les solutions existantes, leur simplicité de mise en application, la qualité que ça propose et le coût qui est inférieur à celui de l'utilisation des bouteilles plastiques, je me dis, mais quand même, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est ça. Parce que de manière tout à fait logique, et on pourrait même dire économique, sans parler même de l'écologie ou de l'aspect qualité de l'eau, c'est juste une logique, Ouais. déjà. Mais en plus, si on regarde tous les bénéfices que ça a, et pour l'organisme, et pour l'environnement et autres, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Mais je sais pas, c'est pas encore Donc c'est perçu. quoi? C'est une aberration de boire de l'eau en bouteille? Clairement, aujourd'hui, c'est une aberration parce que d'une part, évidemment, toutes les problématiques écologiques liées Ouais. à Au l'embouteillage plastique. de plastique, Même s'il y a etc. une grande politique de marketing qui consiste à dire on réutilise les bouteilles, qu'il y a le principe des consignes, qu'il y a toutes ces choses-là. Ouais, le plastique est recyclé à peu près 25% à l'heure actuelle en France, donc il y a une bonne partie qui est pas recyclée. Il y en a plein qui se retrouvent dans l'eau. L'eau est polluée par plein de microplastiques. Alors ce sont les bouteilles plastiques, mais pas que, évidemment. Ouais, Hein. ouais. Il y a aussi le fait que ces eaux dans ces bouteilles plastiques, elles sont quand même pas non plus si clean que ça. Ouais. Ne serait-ce que le contact entre la bouteille, le plastique et l'eau. Et l'eau, ouais. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect écologique, environnemental, aussi d'aller capter l'eau dans les sources pour les mettre en bouteille. On entend maintenant de plus en plus parler de ces problématiques de sources, de grandes sources embouteillées qui du coup pompent des réserves auxquelles les habitants locaux n'ont plus accès. Maintenant, on en entend parler chez nous en France, mais c'est le cas depuis d'autres années dans d'autres pays où on est moins regardant. Donc c'est tout cet ensemble-là fait que c'est une vraie question de dire mais comment se fait-il que encore et pour des gens
conscients et civilisés, on a envie de dire, Mm. que sont les Français, Mm. on arrive encore à consommer autant d'eau en bouteille. Alors, vous savez que vous allez désacraliser un petit peu le principe de consommation d'eau en bouteille, parce que vous avez des gens qui disent, quand on leur demande est-ce que vous prenez de l'eau, ils vont vous dire ah oui, oui, et toujours de l'eau minérale en bouteille. Donc on s'achète une sorte de bonne conscience en se disant que parce qu'on utilise une eau minérale, on ne prend pas celle du robinet, donc c'est très bien. Or, l'eau minérale, vous nous le dites, en bouteille, c'est pas la panacée. Bah, c'est pas la panacée. Alors, les problématiques sont pas les mêmes. C'est-à-dire que sur de l'eau du réseau, bah, on a certaines problématiques de qualité que sont le chlore, les pesticides, les résidus médicamenteux, les métaux lourds, par exemple. Sur les eaux en bouteille, ça va pas être la même chose. Ça va plutôt être bah, les plastiques, l'imprégnation des plastiques, des microplastiques. On retrouve aussi dans certaines sources, il y a des analyses aussi des pesticides ou des résidus médicamenteux. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Mais d'un côté ou de l'autre, on retrouve ces problématiques de qualité d'eau. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas le goût important du chlore qu'on a dans l'eau du réseau quand on boit l'eau en bouteille. Après, il y a des gens qui consomment ces eaux-là pour les goûts spécifiques minérales ou pour les eaux gazeuses ou autres. Mais c'est vrai que pour autant, si on recherche vraiment la qualité pour la santé et l'organisme, du point de vue physico-chimique, on parle uniquement là, c'est-à-dire les molécules chimiques, ça répond pas à la question, les eaux embouteillées. Et si en plus on regarde sur le côté énergétique de l'eau, bah là on va s'apercevoir qu'on n'y est pas du tout non plus. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors, les gens, encore une fois, qui nous regardent, doivent se dire, moi le premier, de se dire, mais qu'est-ce qu'il préconise quelle est sa solution? On va voir quelle est la solution que vous préconisez avec le système de filtration. Amilo, c'est un système de filtration? C'est ça, exactement. C'est à la fois le nom de l'entreprise et aussi le système de nom filtration. des Bon, systèmes. on va voir ce que vous préconisez. Il y a un truc qui est incroyable, dont j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Une personne de ma famille me dit, est-ce que tu es conscient qu'en allant aux toilettes, lorsqu'on tire la chasse d'eau, c'est de l'eau potable? C'est un truc incroyable, ça. Ouais. Ça aussi, ça semble quand même une aberration. Là où on voit le manque d'eau sur l'ensemble de la planète, sans faire l'écolo de base, et nous, on tire la chasse d'eau, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique parce que quand on traite l'eau du réseau pour fournir toutes les utilisations en eau d'une ville et de ses habitants particuliers, entreprises, et toutes les utilisations de l'eau, autant dans le domaine particulier qu'industriel, que agroalimentaire, que agriculture, etc., on ne peut pas avoir des réseaux séparés. Ça veut dire qu'effectivement, on est obligé de traiter toute l'eau de toutes les utilisations de la même manière, comme si elle devait être potable. Ah, c'est ça. Et là, on se rend compte aussi de l'impact du coup. Alors, la problématique, elle est que aussi, tout ce qui est rejeté et par nos organismes de consommation de médicaments, de produits, de détergents, etc., pour les particuliers, puis après de pesticides, etc., et autres dans le domaine de l'industrie ou autre, tout ça, ça part dans les stations de traitement de l'eau, qui évidemment ne retraitent pas grand-chose, des grosses particules, voilà, et des bactéries qui vont détruire certaines molécules, mais une bonne partie, comme les résidus médicamenteux et autres, sont rejetés dans les cours d'eau. Ouais. De l'autre côté, quand on vient pomper ça pour alimenter la station de traitement de l'eau, avant donc l'envoi chez le consommateur, on est sujet à un ensemble de problématiques. Alors certes, bactériennes, c'est pour ça qu'on met du chlore, mais tout le reste, pesticides, on commence un peu à regarder, pas toujours évident à gérer. Résidus médicamenteux, pour l'instant, il n'y a rien, on ne regarde pas. Parce qu'après, c'est comment on fait pour traiter ça sur des quantités d'eau énormes. Parce que du coup, on doit alimenter tout le monde avec ça. Bien sûr. Et c'est une vraie problématique. Et c'est aussi la raison pour laquelle, finalement, au niveau de la communication sur la qualité de l'eau, voilà, que ce soit les grands services de traitement de l'eau ou les politiques, on marche un peu sur des œufs. Parce que c'est à partir du moment où on déclare une vraie problématique de qualité d'eau qui a une action sur la santé humaine, et comment on fait derrière? Parce que si on coupe les robinets... Et après, bien sûr. Bien sûr. Et puis on peut se mettre à distribuer des bouteilles, même si ça se fait dans certains cas trop problématique, mais c'est pas une solution. On va voir quelle est votre solution, ce que vous préconisez. Mais vous en avez fait votre combat? Alors, combat, au tout début, quand j'ai commencé, oui. Souvent, quand on a cette envie de, quelque part, un peu révolutionner les choses et dire regardez ce qui se passe, maintenant, je suis beaucoup plus apaisé que ça et je mène aucun combat si ce n'est celui de transmettre l'information, c'est-à-dire amener de la clarté, de la lumière sur la réalité du terrain. Mais ça veut dire que vous lâchez un peu les choses? C'est-à-dire que vous êtes résigné? Pas du tout. Je suis juste en paix. Voilà. C'est-à-dire que je me bats pas ni contre un système, ni contre
des pratiques ni contre ci ou contre là. Je suis juste là pour refléter et dire, voilà, regardez, la réalité est celle-ci sur la qualité de l'eau. Et surtout, parce que bon, au-delà des problématiques de qualité de l'eau, je veux dire, quelque part, on le sait un peu que l'eau, c'est pas non plus, voilà, elle n'est pas de si bonne qualité que ça. Je suis surtout là pour dire, voilà quels sont les potentiels de l'eau. C'est surtout ça qui m'intéresse le plus, parce que au-delà des problématiques qualité physico-chimique de l'eau, il y a tout un pan de ce qu'on appelle la dimension énergétique et vibratoire de l'eau, qui, à mon sens, est beaucoup plus importante que les propriétés physico-chimiques de l'eau, qui n'est à l'heure actuelle quasiment pas exploitée par rapport au potentiel que ça permet sur le vivant. Et mon optique, c'est surtout d'amener de la lumière là-dessus et évidemment de proposer des outils pour aller dans cette direction-là. Et ça, je dirais, c'est la finalité, mais c'est pas, pour moi, l'intérêt n'est pas là, c'est pas dans la finalité, mais c'est dans le chemin et ce que ça propose aussi de compréhension de ce qu'est... de prise de conscience. Voilà, aussi. prise de conscience de ce qu'est la nature. Alors, on va voir d'où vous venez, parce que ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous en arrivez effectivement à cette expertise? Expert en eau, ça doit faire sourire même parfois. Les gens, ils doivent se demander qu'est-ce que c'est que ce métier? Oui, ça peut, ou ça peut être assimilé à expert en hydrodynamique ou en mécanique de l'eau, on pourrait imaginer ça, mais c'est vrai que si on regarde aujourd'hui sur je dirais tout le panel de ce qu'est cet élément dans le vivant, c'est là que moi elle se situe mon expertise, c'est de voir tous les potentiels en fait de cet élément en tant qu'élément fondamental du vivant. Parce qu'il faut quand même rappeler que des éléments fondamentaux, il n'y en a que 4. La terre, l'eau, l'air, le feu. Et hormis voilà, les 300-400 dernières années, en fait, où la science observe le vivant et ce qu'est l'humain, etc., à travers des outils évolués, microscopes, etc., autres, mais ce qu'on pourrait appeler les scientifiques d'il y a 1000-2000 ans en arrière, utilisaient en fait les 4 éléments comme des outils d'observation, d'approche et de compréhension de la nature. Et véritablement, quand on s'arrête à regarder l'eau dans la nature, comment elle se comporte, comment les éléments interagissent entre eux, qu'est-ce que ça crée comme mouvement, comme forme, comme dynamique, comme interaction, comme voilà, solidification, évaporation, et tous ces phénomènes physiques de base, en fait, nous amènent vraiment à comprendre fondamentalement qu'est-ce que c'est que la matière et comment fonctionne la matière. Et l'eau a ce potentiel-là aussi d'amener vraiment un champ d'exploration, de conscience et de connaissance de ce qu'est la matière que je trouve vraiment extraordinaire. Alors, avant de parler de votre cheminement, juste un dernier mot. Tout ce qu'on entend sur les filtres que l'on peut mettre pour traiter l'eau, vous savez, il y a ces espèces de petites bouilloires là, qui permettent de filtrer l'eau, les filtres qu'on met directement sur le robinet ou sur les congélateurs et autres, enfin les frigos et autres. C'est pipeau tout ça? Alors, c'est pipeau, non, mais disons que, évidemment, comme pour tout, il y a différents niveaux de qualité, de performance. C'est-à-dire que forcément, quand on prend une carafe, alors pour parler des carafes, la principale problématique, quand on regarde, bon, c'est des choses techniques un peu aussi, mais c'est au niveau il n'y a pas de joint, donc il y a de l'eau qui peut passer un peu à côté sur les bords de la cartouche. C'est à l'air libre, c'est manipulé, c'est à température ambiante, donc c'est sujet à la prolifération des bactéries. C'est du charbon granulé. Donc l'eau est pas forcément très très bien filtrée. Donc c'est plutôt des aspects techniques qui font que c'est mieux que rien. Mais si on regarde sur la performance de l'outil, là on s'aperçoit qu'on peut faire mieux. Ah, on peut faire mieux. Et vous avez fait mieux. Il semblerait. Il semblerait. On va y revenir dans un instant. Allez, un petit mot pour savoir d'où vous venez. Vous avez toujours vécu en Ardèche, c'est ça, non? En Auvergne. En Auvergne, pardonnez-moi. Ouais. En Auvergne, toujours? Oui. Alors toujours, après j'ai fait un petit crochet par le sud du côté de Toulouse, par Paris aussi rapidement, par la Bretagne, du côté de Lyon aussi, voilà. Ouais. Et je suis revenu dans le centre. Et parce que c'est vrai que aussi autour de chez moi, eh bien, il y a 17 villes et sources thermales, notamment, dont une partie exploitée en centre thermaux. Et donc, voilà, j'apprécie aussi cette région centrale pour ça. On parle toujours dans l'index, tous ceux qui se présentent ici parlent d'un jour de déclic, à un moment donné, quelque chose qui vous avait fait faire que... C'est un film, un documentaire? C'est une conférence audio enregistrée dans les années 80 d'un ingénieur des arts et métiers français qui s'appelait Marcel Violet et qui a travaillé une bonne partie de sa vie sur ce qu'il a lui appelé à l'époque la biodynamisation de l'eau, et qui était donc chercheur et ingénieur des arts et métiers, qui avait travaillé avec beaucoup de chercheurs à l'époque, comme ceux qui ont créé la télévision, le radar, etc. Et qui a été amené à un moment donné dans son cheminement à s'intéresser à des caractéristiques spécifiques de l'eau et à faire
plein d'expériences, et des expériences vraiment scientifiques, suivies, comparatives, étayées, qu'il a relayées avec des résultats, des choses pesées, chiffrées, etc. Et ouais, ça a été un déclic pour moi. Ouais. Et avant, ouais. vous faisiez quoi? Avant, j'ai eu toute une partie plutôt on va dire dans la mécanique, un peu bureau d'études, voilà, principalement. Mais j'ai aussi passé toute mon enfance avec 2 rivières derrière chez moi qui se croisent, à faire des barrages, à fabriquer des radeaux, à faire du bateau pneumatique dans ma cave quand la rivière débordait. Débordait, ouais. Donc vous étiez déjà prédestiné à travailler au cœur au sein de l'eau. Je me pose la question, quel système avez-vous chez vous? Quelle eau buvez-vous à la maison? Alors, je vais du coup balayer l'adage qui dit le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. C'est ce que j'allais dire. Parce que pour le coup, bah là, c'est pas vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'avant toute chose, j'ai commencé par moi-même, percevant l'importance de cette qualité, d'une bonne qualité d'eau pour nos organismes. Donc, j'ai commencé et j'ai expérimenté un certain nombre de systèmes multiples, divers et variés, que ce soit sur la filtration ou surtout sur la partie vitalisation de l'eau, pour bien aussi expérimenter, prendre conscience, tester, voilà, et explorer ce domaine-là par des expériences directes, concrètes. Et aujourd'hui, bah, évidemment, j'ai un des outils que je propose pour toute mon habitation. C'est-à-dire qu'en fait, au départ de l'eau, juste après le compteur, il y a un système qui permet de filtrer et vitaliser tous les points d'eau de la maison. Ce qui est le plus pratique parce que souvent on boit, ça peut être dans la cuisine, mais ça peut être dans la salle de bain ou sur différents points d'eau. Puis il y a aussi la douche, etc. Mais on peut aussi très bien filtrer juste un point d'eau pour la partie cuisine, boisson, je veux dire. Alors, on a parlé, donc j'imagine pas d'eau minérale chez vous, hein, on est bien d'accord. Encore moins en bouteille? Bah oui. Non, mais je veux dire en bouteille en verre, pardon? Ah bah non, non plus, non. Non? Non, non. Bah, à partir du moment où on filtre l'eau correctement, oui. On a une eau qui est non seulement de très bonne qualité, mais de meilleure qualité que les eaux en bouteille plastique. Parce qu'on a retiré des polluants qu'on trouve aussi dans les bouteilles plastiques. Mais donc ceux qui disent je prends les bouteilles en verre, pas mieux? C'est pas mieux parce que si on regarde après d'autres équilibres que peuvent être le bilan carbone par exemple et tout ce que ça nécessite de transport, de manutention, de poids, de complexité et autres, à un moment donné, quand on regarde le bilan global, bon certes on a un peu utilisé de plastique, mais bon le verre après aussi et tout ça. Alors racontez-nous, système Amilo, c'est le nom du système et vous l'avez dit, c'est aussi le nom de la société qui commercialise, c'est la vôtre? Oui, tout à fait, oui. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'elle propose? Que pour le grand public? Pour également des institutions au niveau de la ville, au niveau des organismes? Alors, c'est principalement pour les particuliers. Okay. On travaille aussi avec des professionnels, type chambre d'hôtes, des petits hôtels, des fois des agriculteurs. Pas de chambre de commerce, pas de mairie ou pas de choses comme ça. Alors, comment ça se présente? Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, ça se présente sous la forme de systèmes donc on positionne soit sous un évier, il y a toute une gamme pour mettre au niveau de la cuisine, du point d'eau cuisine, et toute une gamme pour la partie habitation complète. Donc là, on se met après le compteur, et là, donc on traite tous les points d'eau. Et puis une autre partie qui concerne la potabilisation de l'eau. Donc là, c'est toutes les personnes qui souhaitent, ou qui sont déjà, ou qui souhaitent devenir autonomes, soit avec de l'eau de pluie, soit avec forage, puits, source, voilà. Donc là, après, c'est encore un petit peu différent, puisque ce ne sont pas des eaux pré-traitées, donc là, c'est un peu plus technique. Mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, et qui commencent à se questionner, et en tout cas à s'intéresser en disant, toute cette pluie qui tombe, à un moment donné, ça serait stupide de ne pas la réhabiliter, si je puis dire, et l'utiliser. Et après, il y a 2 grandes facettes, qui sont toujours présentes dans tous les systèmes, c'est une partie filtration et une partie vitalisation de l'eau. Donc il y a toujours 2 aspects. Il y a un aspect qui est enlever les molécules chimiques contenues dans l'eau, et de synthèse indésirable. Et il y a un aspect qui est redonner à l'eau ses propriétés dynamiques, un peu l'équivalent de ce qu'elle peut avoir dans une source. Alors je me mets à la place là aussi, encore une fois, de ceux qui nous regardent en disant, bon, très bien, c'est son produit, c'est sa société, évidemment il va vendre le produit en disant que c'est la meilleure. Est-ce que ça a été testé? Est-ce que ça a été breveté? Est-ce que ça a été analysé par une commission peut-être d'experts? Est-ce que ça a été bien vérifié pour que vous puissiez attester ce que vous dites aujourd'hui? Alors, sur la partie filtration, bah oui, évidemment, il y a des tests réalisés en laboratoire. Et là, j'ai envie de dire, c'est assez simple. On fait avant, après. On dope l'eau au départ avec un ensemble de molécules. Ça va être des pesticides, des résidus médicamenteux. Bon, il peut y avoir du chlore, il y a des métaux. On regarde les quantités qu'il y a dans cette eau-là avant, on fait passer dans les filtres, les cartouches, et puis on regarde après par analyse
ce qui reste. Et là, donc, on en déduit le fonctionnement de la cartouche, ses performances par rapport à telle ou telle substance. Donc ça, c'est basique, assez simple. Et après, sur toute la partie vitalisation de l'eau, c'est un petit peu plus délicat parce que là, on parle vraiment de caractéristiques qui sont extrêmement fines, extrêmement subtiles au niveau de l'eau, qui sont en fait des agencements de cohérence entre les molécules d'eau et qui ne sont pas mesurables, par exemple, avec même un microscope électronique, ou voilà, puisque les molécules d'eau, entre elles, s'allient et se délient des milliards de fois chaque seconde. Donc en fait, on a un mouvement extraordinaire au niveau des molécules d'eau qui fait que pour pouvoir en quelque sorte figer ça et avoir une image de ces caractéristiques d'organisation, on pourrait dire, puisqu'on parle d'eau vitalisée, d'eau dynamisée, d'eau structurée, donc ça fait appel en fait à une capacité de l'eau de se mettre dans un état spécifique qui est favorable au vivant. Et cet état spécifique, c'est une capacité de l'eau en fait où les molécules interagissent de manière structurée, de manière organisée, avec une logique, on pourrait dire, avec une cohérence. Et quand cette cohérence, évidemment, elle est transférée au vivant par le fait de consommer cette eau ou d'arroser une plante, eh bien, ça amène dans le vivant aussi ce niveau de cohérence et du coup de régénération d'un organisme, etc. Mais ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile à observer à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas vraiment d'outils suffisamment précis et suffisamment, on pourrait dire, rapides pour pouvoir capter ces états spécifiques de l'eau, même s'il y a quelques technologies qui commencent à y arriver, où on voit avec des caméras spécifiques très très pointues, refroidies, parce que pour pas que ça chauffe, et où on arrive à capter des niveaux très fins de la matière, et où effectivement on peut voir, par exemple, c'est de l'imagerie, entre une eau du réseau, et on va voir comme une goutte d'eau, et donc ça crée comme un halo de lumière autour, et cette même eau qui a été donc revitalisée, on va dire, eh bien on voit que le halo de lumière qui va se former autour, on pourrait dire c'est une forme d'énergie induite. Alors il y a différents termes pour qualifier ces observations. Il y a un chercheur russe qui parle de décharge de gaz, il y en a d'autres qui parlent d'effet d'émission de photons. Donc on cherche en fait des termes correspondant à ce qu'on observe. C'est des mots qui n'existent, un vocabulaire qui n'existe pas vraiment, puisqu'on a affaire à un état de la matière particulier qui n'est pas forcément très exploré encore, mais qui est quand même observable, reproductible. Et donc là, on a de la machinerie, je dirais, qui commence à arriver et à permettre d'observer les nuances entre une eau vitalisée et une eau qui ne l'est pas. Et après, évidemment, par expérience empirique et tout à fait pratique, on peut faire tout un tas d'expériences sur de la germination de graines avec eau vitalisée, sans eau vitalisée, et voir qu'effectivement, des graines germent plus rapidement, elles produisent plus de masse racinaire, ça donne des fruits et des légumes qui arrivent à maturité plus tôt, qui ont plus d'éléments nutritifs à l'intérieur. Donc on voit bien, je veux dire concrètement, dans des expériences biologiques, que ça fonctionne. Après, tout expliquer et tout voir, on n'y est pas encore. Mais concrètement, matériellement, oui, ça c'est... Ça veut dire que avec votre système Amilo, que ce soit la douche, que ce soit la cuisine, que ce soit un autre point d'eau de la maison, on a la même qualité d'eau, quel que soit l'endroit. Tout à fait. Parce qu'il y a un phénomène qui est un phénomène de résonance. En fait, ce dont on ne se rend pas forcément trop compte quand on ouvre le robinet chez soi, c'est que quand j'ouvre le robinet dans la cuisine, il y a un filet d'eau qui coule, mais c'est de l'eau en pression. Oui. Qui est connecté avec toute l'eau de l'habitation et avant dans le réseau. Et nous, enfin, le système habitation, il y a un module dans lequel il y a des éléments vitalisants, il y a des silices et des céramiques actives qui sont tout le temps en contact avec l'eau de tout le réseau. Donc évidemment, ça se poursuit dans le réseau quand on ouvre l'eau. Mais on a observé aussi qu'il y avait même des effets en amont, parce qu'il y a ce phénomène d'interaction des molécules d'eau qui sont en permanence en train d'interagir entre elles. C'est du vivant, ça fluctue, ça se modifie, ça bouge. Ça permet aussi de véhiculer cet état qui est créé par ces outils-là. Aujourd'hui, comment se fait-il que les grandes villes, ou même même petites, moyennes ou grandes villes, ne se disent pas, mais attends, mais c'est un truc génial ça, il faut absolument qu'on l'utilise ou qu'on essaie d'adapter ça au plus grand nombre et pas nécessairement une commercialisation au cas par cas chez le particulier? Je pense qu'il y a encore un petit peu de défiance, toujours pareil, d'aller sur des domaines qui scientifiquement ne sont pas encore pris à corps par une communauté scientifique suffisamment importante. Parce que dans le domaine de la science, il y a même un prix Nobel de chimie, par exemple, qui parle de l'eau vitalisée, mais il y en a d'autres, c'est pas le seul. Il y a des grands chercheurs, même en France, comme Marc Henry et d'autres, qui
voilà, qui depuis des années sont dans ce domaine-là. Qui parle de la mémoire de l'eau et qui parle de tout bien ça. sûr. Oui. Mais avant qu'il y ait toute une masse qui aille dans cette direction-là, il y a toujours un petit peu de défiance parce qu'il faut quand même s'informer de ce que c'est, de ce dont on parle. Il faut quand même aller chercher encore de l'information. C'est pas suffisamment exposé au grand public pour. Alors que pour autant, quand on regarde par exemple les problématiques de calcaire dans les canalisations pour la transmission des eaux dans une commune, il y a des endroits, mais ça pose des problèmes incroyables qui ont des coûts matériels vraiment conséquents, il faut remplacer toutes les canalisations, etc. Alors que nous, on voit par exemple dans l'utilisation de nos systèmes, on peut transformer naturellement le calcaire. C'est-à-dire juste en restituant à l'eau ses dynamiques vitales, on remet l'eau dans cette dynamique, l'eau et les minéraux qu'elle contient. Et du coup, ce qui se passe, par exemple, par rapport au calcaire, c'est que plutôt qu'il s'incruste et qu'il s'accroche dans les canalisations, il va former une forme qu'on appelle de l'aragonite, qui est plus légère, qui perd la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes. Et du coup, on n'a plus les problématiques liées au calcaire. Génial. On aurait des canalisations qui transporteraient l'eau dans les villes avec des outils simples en plus. C'est pas technologiquement compliqué. Hein. Ben, on n'aurait plus ces problèmes-là. Et donc des coûts moindres quand il s'agit d'entretenir ou de changer ou de modifier. Et en plus de ça, ça améliore la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a aussi des expériences qui ont été faites, notamment sur les problèmes, avec des bactéries, par rapport à des problématiques bactériennes. On sait que des canalisations ont tendance à créer des films bactériens à l'intérieur au niveau des canalisations. Et on s'est aperçu que, par exemple, des tuyaux avec des dynamiques tourbillonnaires, où on crée juste la dynamique du tourbillon, du vortex, bah, ça a évité la formation de ces films bactériens et donc la création des bactéries. Donc potentiellement, on n'aurait plus besoin peut-être d'utiliser de chlore pour transporter l'eau parce que automatiquement, ces dynamiques-là créent un autre état de l'eau, de vibration, un autre état de cohérence. Et dans cet état particulier de l'eau, bah, il y a beaucoup moins en fait d'implantation et de développement de bactéries. C'est passionnant. Avec ce système Amilo, est-ce que vous avez suffisamment de recul pour dire que l'impact sur la santé est important? C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui consomme de l'eau avec votre système, il y a un avant et un après. Alors, ce que je peux dire, parce que le domaine de la santé, c'est très délicat, évidemment, parce que c'est toujours lié à une personne, l'état de son organisme, son historique, etc. Ce que je peux attester ne concerne déjà que ma propre expérience personnelle. Et en fait, je suis venu dans le domaine de l'eau aussi pour cette raison-là, parce que j'avais de l'asthme depuis l'enfance et des migraines à un moment donné vraiment énormes. Et j'avais essayé huile essentielle, plantes, homéopathie, minéraux, allopathie aussi un peu. Et à un moment donné, ça fonctionnait pas. Clairement, ça fonctionnait pas. Et quand j'ai eu accès à ces connaissances, et notamment cette conférence de Marcel Violet qui parlait de l'eau biodynamisée et qui expliquait ce que ça avait fait sur lui, sur son organisme, et puis toutes les expériences qu'il avait réalisées. Mais je me suis dit, mais en fait, c'était comme une évidence. Je me suis dit, bah oui, l'organisme étant constitué en majorité d'eau, si je me mets à boire une eau de trop de qualité qui du coup interagit sur l'ensemble de l'organisme, ça me semble logique que ça fonctionne. Donc j'ai expérimenté tout de suite derrière. Et effectivement, bon, les migraines, ça a mis dans les 2 mois à peu près. Et l'asthme, ça a pris un peu plus de temps, ça a pris entre 1 et 2 années, mais totalement résolu. Sans rien, j'allais dire entre guillemets, autre solution en parallèle. Sans autre solution, mais par contre, évidemment, ça ouvre un cheminement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la prise de conscience de cette réalité, des caractéristiques dites vitales de l'eau et l'exploration de ce monde m'ont aussi ouvert des portes à d'autres choses. Bien sûr. Et amené à observer d'autres éléments qui, certainement, ont aussi contribué à ça. En général, c'est pas juste une seule chose, mais c'est clair que j'ai pu constater aussi au fil du temps, des expériences et des personnes qui ont consommé cette eau-là, qu'on pouvait observer des rééquilibrages de l'organisme assez importants. Une des choses qu'on voit quasiment chez tout le monde, en tout cas c'est un retour qu'on nous fait très fréquemment, c'est cette envie de boire plus. C'est comme quelque chose d'intuitif de l'organisme, d'avoir envie de boire cette eau-là. Voilà. Et ça c'est très fréquent, comme s'il y avait une intelligence du corps naturelle qui du coup, ayant accès à une eau de bonne qualité, là, sent que c'est favorable, quoi. Ça, c'est un retour qu'on a souvent. Et de manière logique, et j'ai envie de dire, qui se découle, à partir du moment où le corps lui-même appelle instinctivement à ça, on peut se dire que très certainement, c'est que c'est favorable et que ça permet... Et oui, c'est ce qu'on constate, parce que après, c'est une logique. Comme on est constitué en majorité d'eau, c'est quand même
plus de 80% pour la masse, mais Oui. c'est quand même plus de 99% en nombre de molécules. C'est-à-dire que finalement, si j'enlève toute l'eau qu'il y a dans l'organisme, ce qui reste, ça tient dans un dé à coudre. Donc, c'est une possibilité de contacter en fait une des structures de base de l'organisme. Alors ça dépend bien sûr de la qualité de l'eau, mais ça dépend aussi de la conscience de l'expérimentateur. C'est-à-dire qu'il y a un autre phénomène qui rentre en jeu, qui est qu'un expérimentateur conscient du potentiel de l'eau et qui peut entrer en résonance avec cette eau qu'il consomme, eh bien on s'aperçoit qu'il y a aussi plus d'action. Voilà. Il y a une action de base, mais il y a aussi un effet augmenté par la conscience de ce que je suis en train de faire. Qui sont les objecteurs de conscience? C'est-à-dire, qui sont les personnes qui voilà, vous opposent des arguments ou disant non, c'est pas fondé, c'est pas clair, c'est pas ceci, c'est pas cela, ou ça ne peut pas être prouvé scientifiquement, donc ce n'est pas nécessairement valable. Oui, bah, ce sont des chercheurs dans le domaine de la physique ou de la chimie et qui sont restés dans une approche juste, je dirais, matérielle de la matière et qui n'acceptent pas dans leur paradigme l'action de phénomènes immatériels dans leur cadre. Et dans ces cas-là, oui, effectivement, l'eau c'est de l'eau, c'est H2O, c'est oxygène, hydrogène, voilà. Et dans ce genre de cas-là, moi, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Si vous voulez, par contre, vous pouvez faire une expérience. C'est-à-dire que vous faites tourbillonner votre eau, vous prenez des graines, prenez l'eau du réseau, vous pesez les graines, les quantités d'eau, vous mettez pareil au même endroit, puis vous regardez ce qui se passe. Comment se fait-il qu'une eau que j'ai juste fait tourbillonner et ça a a priori aucune action particulière sur l'eau, ça va modifier aucun des paramètres physico-chimiques de l'eau, pourtant, les graines germent plus vite, elles produisent plus de masse racinaire et végétale. Alors, d'où ça vient? Mais vous vous rendez compte, ça veut dire qu'aujourd'hui, un agriculteur qui vous écoute, qui récupère l'eau de pluie, qui utilise votre système pour l'ensemble de ses cultures, ça peut considérablement améliorer les choses Et pour il y a lui. tellement d'utilisation de l'eau comme celle-ci en maraîchage, pour l'arboriculture, il y en a tellement. Pour les plantes, même on fait des expériences aussi sur les plantes coupées. Pareil, sur des eaux structurées, on voit que les plantes coupées tiennent mieux aussi dans le temps, etc., etc. Il y a tellement d'utilisation de l'eau. C'est pour ça que ce domaine-là m'intéresse beaucoup plus finalement, parce qu'en fait, le potentiel qu'on peut amener à travers cette conscience de ce qu'est l'eau véritablement et de ses différents niveaux énergétiques, en fait, il y a un potentiel vraiment extraordinaire de régénération du vivant et qui est bénéfique pour tous. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est que ça amène en fait à plus de croissance du vivant, à moins de consommation, à plus de potentiel, en fait, plus de potentialisation du vivant. Et ça, c'est bénéfique pour tous. Alors, ce système s'appelle Amilo. Il faut passer par votre société pour l'avoir? Ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce qu'on pourrait imaginer ce système dans un développement commercial et marketing de plus grande ampleur? En fait, moi, je travaille avec un réseau d'indépendants. Donc, à l'heure actuelle, on est à peu près 200 indépendants sur la France, Belgique, un peu Suisse aussi, Guadeloupe, voilà. Et ce sont des personnes qui du coup, sont là pour transmettre cette information, accompagner les gens. Voilà. Moi, je m'occupe surtout de la gestion de l'entreprise, du Alors, développement, ce qui est assez fou, Loïc, c'est qu'il y a aujourd'hui des grosses enseignes qui se targuent évidemment de proposer des systèmes de filtration, on les connaît tous, hein, même dans les bureaux ou chez les particuliers, avec des bouteilles en plastique. Donc, ça va évoluer inévitablement, parce que je veux dire, on ne peut aller que dans cette direction-là. Quand on a pris conscience de ces réalités, à un moment donné, on va dire bon, ok, en fait, la voie, elle semble tellement évidente que donc tout change, tout évolue, et ça évoluera aussi. Nous, on est peut-être juste encore un petit peu en avance sur précurseur, clairement. Voilà, clairement. mais, donc il y a le système qu'on peut mettre à la maison, il y a le système qu'on peut mettre en extérieur également, si on a un petit jardin et qu'on veut récupérer les eaux de pluie, traiter tout ça. Oui. Donc ça, c'est aussi important. Il y a un troisième système, non? En fait, c'est soit un point d'eau, soit toute l'habitation. Ouais. Et après, dans le même principe, un point d'eau ou toute l'habitation, il y a aussi soit eau du réseau, soit eau de source, de captage. Voilà. C'est fascinant. Je trouve ça, c'est incroyable. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on sent qu'effectivement, vous n'êtes pas là pour convaincre. Vous êtes là pour apporter effectivement une solution, la mettre à disposition pour ceux qui ont envie de tester et qui seraient un peu réfractaires et qui se disent bon, mais commençons déjà par tester avant de vouloir porter un jugement sur quelque chose. Hein, essayons les choses. Et puis, alors, j'ai pas regardé, mais il y a le site Amilo? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
A-M-I-L-O. Il y a un A-M-I-L-O. site, voilà. Voilà. Et puis, Pour une eau saine et porteuse de vie, c'est ce que vous avez pu voir sur la petite affiche qui est autour de cette vidéo. Et si vous voulez rentrer en contact avec Loïc Sallet, avec ses équipes, avec les équipes de commerciaux également, qui viendront vous faire d'abord une présentation, vous expliquer également dans le détail comment tout cela est possible chez vous, ou au sein de vos entreprises, ou au sein partout, évidemment, à partir du moment où il y a un point d'eau. Voilà, point. et il y en a. Et il y en a, très clairement. Est-ce que ce système, on pourrait, je ne sais pas, je pense, les militaires qui se retrouvent dans des situations improbables et qui ont besoin de traiter l'eau, est-ce qu'on pourrait avoir un système de poche qui permettrait ceux qui sont en vadrouille au fin fond d'une jungle, il y a un point d'eau par terre, de l'eau qui est évidemment pas potable, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec votre système? Alors bien sûr, ça c'est possible. Alors avec mon système directement sous forme portative, pour nous c'est pas conçu pour, parce que c'est conçu plutôt pour s'adapter en fixe sur de l'eau du réseau. Ouais. Mais bien sûr, ça c'est possible, ça existe. Et d'ailleurs, il se trouve que il y a un film assez bien détaillé qui a été fait, un documentaire qui s'appelle Water, le pouvoir secret de l'eau. Et on y fait état dans ce film-là, justement, de la connaissance des militaires, de l'utilisation de l'eau dynamisée, entre autres pour se nettoyer, se laver, pour son pouvoir antibactérien et autres, etc. Donc, visiblement, c'est pas inconnu. Ouais. Non plus. Bon, en tout cas, il reste du chemin à faire. Ouais, et vous êtes plutôt bien parti. Félicitations pour cette prise de conscience et ensuite cette mise en place. Amilo, A-M-I-L-O. Vous avez toutes les références si vous voulez entrer en contact donc, avec Loïc Sallet. Et si vous allez du côté de l'Auvergne, où un volcan s'allume, s'éteint et un être s'éveille, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ouais. On va souhaiter qu'il y ait beaucoup de volcans qui s'éteignent. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Ce qui est quand même le claim d'une célèbre marque d'eau en bouteille. Ouais. Bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Merci Loïc. Avec plaisir. Merci infiniment, merci pour cette expertise, merci pour ce partage. Nouvel index si vous le souhaitez autour de cette vidéo et tous les liens pour rentrer en contact avec Loïc Sallet, bien entendu. C'est ici que ça se passe. À très vite pour un prochain portrait index. Salut.